Qu'on le veuille ou non, on est rentré dans un autre millénaire et que sans doute l'évolution du contrat à durée indéterminée, c'est peut-être l'entrepreneuriat. Quand on est dirigeant, en fait, le mindset change complètement. Un side business à côté est plus entrepreneur que le patron de Renault. Et donc, on croit toujours que c'est que les gens les plus aisés, les plus riches qui peuvent en bénéficier. C'est complètement faux. Si tu fais ça, déjà, tu as gagné au moins 10 000 balles dans l'histoire, dans un claquement de doigts. C'est pas l'administration fiscale qui va te passer un coup de téléphone pour dire je pense que vous êtes passé à côté d'un crédit d'impôt. Jamais de la vie, un truc pareil. Et c'est pas l'URSSAF qui va te téléphoner en disant si vous aviez fait ça, vous auriez pas payé de charges sociales. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. L'entrepreneuriat est vraiment à la mode en ce moment, c'est très cool et je m'inscris dans ce mouvement, mais pour concrétiser les promesses d'émancipation financière qu'il recèle, il y a une nécessité évidente, se rémunérer. Et quand on part d'une situation de salarié, je peux en témoigner, c'est pas si simple finalement. C'est un changement radical qui s'opère et on se confronte à un tas de problématiques auxquelles on n'avait absolument pas pensé lorsqu'on recevait notre fiche de paye mensuelle. Comment se rémunérer en tant que dirigeant et prendre les meilleures décisions pour son patrimoine et sa fiscalité, c'est le sujet qu'on met sur la table aujourd'hui en compagnie de Patrick Maurice, notre invité du jour. Patrick est cofondateur de Dougs, une société d'expertise comptable qui a pour mission de simplifier la vie des entrepreneurs. Il y a également une chaîne YouTube Dougs a également une chaîne YouTube avec du super contenu, si tu ne le connais pas, à aller voir sur le sujet. Au travers de sa longue expérience dans l'expertise comptable, Patrick a connu tout type d'entreprise, de la TPE à l'entreprise cotée en bourse. Au cours de notre conversation, on verra comment choisir la bonne structure juridique pour optimiser la rémunération et la performance de l'entreprise, comment bien se préparer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et quelles sont les implications fiscales de nos décisions, quelle stratégie d'optimisation des dividendes et la rémunération des entrepreneurs on peut mettre en place et quel est le rôle des holdings dans tout ça. Enfin, Patrick partage avec nous ses conseils pratiques sur la gestion d'une entreprise, les erreurs courantes à éviter et l'évolution aussi de l'entrepreneuriat en France. Tout un programme et un épisode qui va t'ouvrir des perspectives, toi qui souhaites te lancer à plein temps ou en side business dans l'aventure entrepreneuriale. Je t'y encourage d'ailleurs. Et si tu souhaites être accompagné par Dougs sur ta comptabilité, j'ai une offre spéciale pour toi, auditeur du podcast, 2 mois offerts en suivant le lien de parrainage suivant, investisseur avec un s40.com/Dougs, D-O-U-G-S. Abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater des superbes conversations qui t'attendent et à la newsletter qui l'accompagne sur investisseur avec un s40.com/NL pour choper toutes les leçons et références qu'on découvre chaque semaine ici. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur la rémunération du dirigeant avec Patrick. C'est parti. Salut Patrick, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Très très content de pouvoir te recevoir. J'aime beaucoup ton contenu. Je trouve que vraiment beaucoup de dynamisme. C'est très frais. Ça a du peps. Je prends beaucoup moi d'influence en tant que créateur de contenu aussi. Donc je serais content de te recevoir pour ça. Je voulais parler avec toi. On a un petit peu préétabli un plan d'attaque pour aujourd'hui. C'était de parler de la rémunération des dirigeants, qui est vraiment un thème qu'on n'a jamais abordé sur le podcast. Donc pour te resituer, on a des gens qui nous écoutent qui sont investisseurs, soit en side business, soit en full, beaucoup d'IMO, mais aussi qui veulent gérer leur patrimoine de façon efficace et active. Et donc beaucoup d'entre eux sont dans des structures ou dans des réflexions de création de structures, eux-mêmes dirigeants, soit en side business, soit en full time. Donc je pense qu'il y a beaucoup de matière pour eux aussi de comprendre comment finalement profiter et de quelle manière de profiter du fruit de son labeur pour remonter et utiliser le cash qui peut être créé dans l'activité et l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est un peu le grand thème. Peut-être pour démarrer, les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter rapidement? Alors, je suis le cofondateur d'une société d'expertise comptable qui s'appelle Dougs. Et cette société a une particularité, c'est que c'est une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables, qui a une particularité, c'est d'avoir 2 gros piliers. Un pilier technologie où on a une centaine d'ingénieurs où on développe de façon permanente notre application, qui facilite la vie des entrepreneurs. Et parallèlement, le deuxième gros pilier, c'est 350 autres collaborateurs qui travaillent
dans les métiers, que ce soit expertise comptable, comptabilité, bilan, TVA, IS, mais également droit des sociétés, droit fiscal, droit des affaires, droit social, et dans lequel ce sont des juristes et des avocats qui permettent en fait de répondre à l'intégralité des questions de nos clients et qui anticipent souvent parfois par rapport aux besoins des entrepreneurs. Donc voilà en fait ce qui est Dux. À titre personnel, je suis expert comptable, je suis également le cofondateur, on est 4 cofondateurs au sein de Dux, soit on est ingénieur, soit on est expert comptable pour être associé au sein de Dux. Et cette particularité fait que nous avons réussi en 10 ans de partir de zéro, à rester bootstrappé, c'est-à-dire ne pas lever de fonds pendant 8 ans. Et puis, il y a 1 an et demi à peu près, on a fait une levée de fonds de 25 millions d'euros avec un groupe qui s'appelle Expédition, un groupe britannique, qui nous a permis en fait de nous développer encore plus rapidement. Aujourd'hui, Dux, c'est 26 000 clients, c'est 450 collaborateurs. C'est une société qui est certifiée ISO 27001, qui est PDP, qui est Calliope et qui grandit à peu près de 50 à 60% chaque année. Voilà très exactement qui est Dux. D'accord, donc vous rayonnez vraiment sur toute la France et vous êtes axé vraiment sur les entrepreneurs c'est ça? Oui, notre clientèle, ce sont des SASU, des EURL, des SAS. On était très focus sur des entreprises qui allaient de 0 à 3 salariés. Désormais, on a une offre maintenant qui nous permet d'aller au-delà. On a été très surpris d'ailleurs de l'accueil très favorable d'entreprises qui avaient 20-30 salariés. On s'y attendait pas spécialement. On pensait avoir plus spécialement des personnes qui avaient 4, 5, 10 salariés. Mais en fait, de façon très concrète, sur ton iPhone ou sur ton ordinateur ou ta tablette, tu peux savoir quel est ton résultat en temps réel au sein de Dux. Et aujourd'hui, comme je le dis en plaisantant, j'ai tué le suspense du bilan. Tu sais, celui auquel tout le monde dit ah on en est où, etc. Bah il n'y a pas besoin de savoir étant donné que tu le sais tous les jours. Donc comme ça au moins ça élimine un problème parce que je ne trouvais pas ça normal que les entrepreneurs ne puissent pas connaître leurs performances, les performances de leur société en temps réel. Ça c'était pour moi juste complexe. Et quand on connaît la fiscalité, le droit social en France, etc., il faut mieux avoir tous ces atouts pour pouvoir performer et réussir, plutôt que d'attendre bêtement 5 mois après la clôture de son bilan pour savoir ce qui s'est passé. Tu dirais que vous, dans votre stratégie et le gap en fait que vous remplissez dans cet univers de la comptabilité pour les entreprises, l'axe c'est vraiment sur la technologie, tu vois. Est-ce que je pense notamment parce que ça me fait penser un peu à Conto quand tu parlais de ça, Oui. L'axe de la technologie plutôt ou plutôt sur l'éducation, la bonne pratique, c'est quoi là où vous voulez mettre l'accent? En fait, on est très exactement Tech-Enabled as Services. En fait, on est une société de services, clairement. Et on se défend de n'avoir qu'une application mode SaaS. C'est pas notre truc. Et ça, d'ailleurs, ça a été la chose la plus complexe à faire admettre aux investisseurs, enfin ceux que l'on a rencontrés, parce qu'on a pitché pendant 1 an pour trouver le bon investisseur. On a eu des offres, mais on refusait systématiquement parce qu'on voulait quelqu'un qui nous ressemble, enfin qui comprenne ce mélange à la fois d'un mode SaaS et à la fois de pur service. En fait, nous sommes une société d'expertise comptable, sauf qu'on fait les choses plus rapidement et surtout moins cher par rapport aux confrères. Et c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir cette force vis-à-vis des entrepreneurs. Chaque mois, c'est 1500 nouveaux clients qui nous rejoignent. Donc c'est vraiment un honneur d'avoir autant de personnes et le chiffre ne cesse que de croître. C'est aussi 1000 créations par mois de sociétés. Wow, ok. Et toi, Oui. personnellement, ton background, donc c'est vraiment l'expertise comptable, la partie vraiment comptabilité du coup, hein, dans cet univers-là, c'est là où tu apportes ta valeur, ouais. Oui, c'est et à la fois la comptabilité, mais c'est surtout l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, je suis un mordu. Alors, j'ai débuté ma vie comme salarié chez KPMG, j'étais auditeur. Au bout de 4 ans, je suis devenu directeur associé. Puis après, j'ai quitté KPMG au bout de 13 ans. Je suis devenu directeur régional, puis national des relations extérieures de Fiducial. Et j'ai créé une première société d'expertise comptable en traditionnel et que j'ai revendue pour pouvoir me consacrer exclusivement à Dux. On peut dire que j'ai à peu près tout vécu dans l'expertise comptable, de la très petite entreprise
à l'entreprise cotée en bourse. Hein. J'ai fait des introductions en bourse, j'ai été signataire de filiales de CAC 40. Mais moi, ce qui me plaît véritablement, c'est l'entrepreneuriat. C'est comment est-ce que l'on peut aider des dirigeants à performer. Et là, il n'y a plus question de taille, si c'est petit, si c'est grand, etc. Je trouve d'ailleurs que trop souvent, le monde de l'expertise comptable est souvent orienté vers des sociétés plus importantes qui ont ce que j'appelle moi des facultés contributives financières plus importantes. Nous, on pense qu'un client, c'est un client, un dirigeant est un dirigeant, et on rentre justement pour leur offrir des choses que seules les grandes entreprises peuvent se payer. T'es une grande entreprise, tu connais où tu en es. Hein. Par exemple, les grandes entreprises comme IBM, etc., le 15 janvier, leurs bilans sont clos. Nous, chez nous, une TPE peut avoir le 2 janvier son bilan clos. C'est donc de la qualité de grande entreprise, mais destinée justement à des entreprises de taille humaine où le dirigeant a tout mis dans son entreprise. Et donc, quelque part, ça me paraît normal que nous, en tant qu'experts comptables, on puisse lui faciliter les choses, à la fois dans la connaissance de ses performances, mais surtout dans le rôle de conseil. Ça, c'est le truc le plus important. Et donc, Doux est une boîte de conseil. Ça, c'est vraiment un axe que je trouve vraiment très intéressant, justement, cette parallèle entre les grosses entreprises et les petites structures. Je viens aussi du monde corporate. Moi, j'étais analyste chez Moody's et il y avait des... Et en fait, c'est un peu aussi l'idée dans les investissements qu'il y a vraiment des méthodes, des stratégies d'investissement à deux vitesses, avec ceux qui peuvent se permettre les conseils, les bonnes stratégies, et puis les autres à qui on propose juste du livret, enfin pas livret, mais des ETF, des trucs classiques, sans leur donner la possibilité de faire quelque chose de plus efficace, efficient. Donc c'est intéressant le parallèle là, parce que effectivement la comptabilité c'est aussi c'est dans le même registre. Tout à fait, exactement. Et donc, sur le thème d'aujourd'hui, je crois que tu as un peu cette spécialité sur la rémunération des dirigeants. Tu nous expliques un peu ta relation par rapport au thème? Alors, le thème, c'est déjà mon mémoire d'expertise comptable. Hein. Elle est ça fait un certain temps. J'ai eu prix Lumière, mémoire d'expertise comptable à cette époque. Et c'était la rémunération des dirigeants, la rémunération immédiate et différée des dirigeants de sociétés anonymes. Donc c'était assez amusant parce qu'aujourd'hui les SA ça a quasiment disparu, mais c'était un thème qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire de se dire quand on est dirigeant, en fait le mindset change complètement. On n'est plus salarié, clairement. Enfin même ceux qui sont assimilés salariés, mais ça compte pas, c'est le mindset. Quand tu es salarié, tu prends nécessairement le salaire que l'on te donne, et si tu as une augmentation, tu es plus heureux. Tu payes un peu plus d'impôts sur le revenu, mais t'as pas grand-chose à faire, si ce n'est que des petites combines, avoir une voiture. Bon, bientôt tout ça sera terminé parce que le loi de finances 2025 est passé par là. Il y a augmenté de 70% le coût des avantages en nature pour ceux qui disposent d'un véhicule. Donc c'est juste une catastrophe. Alors que quand tu es dirigeant, ça change tout. Déjà, tu peux te payer ou tu peux ne pas te payer. Tu peux ne pas te payer, mais te dire un jour j'aurais bien plus. Ou tu peux dire, je peux toucher des dividendes, je peux avoir des salaires, mais on va y arriver. En fait, il existe une multitude, effectivement, de façons de se rémunérer. Et donc, pour moi, c'était essentiel que qu'un dirigeant d'une entreprise se pose des questions, comment se rémunérer, pour une seule raison. C'est pas nécessairement de se dire, tiens, on va essayer de trouver une combine pour payer moins de charges sociales ou je ne sais quoi. Non, c'est comment rendre l'entreprise plus performante tout en laissant le dirigeant heureux par rapport à sa rémunération. Parce que si on le fait bêtement, finalement, on est malheureux en tant que dirigeant parce qu'on se fait taxer, et puis l'entreprise, ça lui coûte un rein. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le moyen pour harmoniser les besoins d'un dirigeant et les nécessités d'une entreprise à essayer de dépenser le moins d'argent dans la rémunération pour pouvoir assurer la croissance de la société. C'est une super façon de voir les choses aussi, de se dire la rémunération, c'est l'investissement en soi qui va nous permettre, nous, en tant que le moteur de l'entreprise, de continuer à développer la vision qu'on avait établie au départ. Et donc, on en a besoin, un peu comme s'alimenter, faire du sport et autres, pour aussi avoir cet intérêt et continuer. Et trop souvent, c'est vrai que la rémunération est venue avec cette idée de rap tout, on essaie de mettre, de payer moins d'impôts, accumuler de la richesse, qui est complètement une hérésie, quoi. Mais, ouais. Oui. Mais on est en France et forcément,
On peut pas dire que nos hommes politiques nous aident sur le plan fiscal et social, et donc clairement, il y a besoin de trouver des solutions qui te permettront d'avoir une harmonie au sein de ta société et dans ta vie tout court, quoi. Hein. Il faut que personne ne pâtisse d'une situation ou d'une autre. Et d'ailleurs, quand on a souvent entendu dire, on a un patrimoine professionnel, on a un patrimoine privé, la réalité, c'est que quand tu as une entreprise à taille humaine, toi et ta société ne font qu'un dans la réalité, enfin, d'un point de vue psychologique, hein, pas d'un point de vue patrimonial. Mais dans la réalité, on voit bien que les intérêts sont très communs. On peut pas imaginer une société qui se porte hyper mal et de l'autre côté, un dirigeant qui se porte hyper bien et vice versa. C'est pas possible. On peut peut-être établir le périmètre de ce dont on parle quand on parle de dirigeant. Est-ce que un salarié d'une boîte qui a un side business à côté, peu importe, un truc Amazon ou voilà, est-ce qu'il est considéré aussi comme dirigeant? Enfin, s'il le fait en nom propre, par exemple, enfin, de quoi on parle quand on parle de dirigeant là, de ce dont on va parler? Alors, on va pas parler du dirigeant dans l'absolu, on va parler d'entrepreneur. Et pour moi, quelqu'un qui a un side business à côté est plus entrepreneur que le patron de Renault, d'accord? Enfin, alors là, je sais que ça va faire, tout le monde va dire, ah, scandale, comment c'est possible, comment peux-tu dire un truc pareil, etc. Bah oui. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux avoir l'âme d'entrepreneur, et je suis persuadé que le dirigeant de Renault doit l'avoir. Mais de façon très concrète, quand t'as pas fait toi, t'as pas mis ton fric, ta santé, ta fatigue, etc. à l'intérieur d'une boîte, t'es pas entrepreneur. T'es entrepreneur à partir du moment où t'entreprends quelque chose. Et donc, même un micro-entrepreneur est entrepreneur. Donc, c'est à partir du moment où tu tentes quelque chose pour développer quelque chose que tu deviens entrepreneur. Donc, pour moi, entrepreneur, c'est vraiment très large. À partir du moment où tu te lances dans une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit à côté, partiel, à temps complet, pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée, t'es entrepreneur. Le mot dirigeant, ça vient plutôt de la structure juridique que tu vas avoir, mais prenons le terme d'entrepreneur, et là on aura fait effectivement le tour de tout cela. Parfait, parfait. Ben justement, on peut peut-être voir en fonction des stades sur lesquels on se situe dans la création d'une entreprise, l'opérationnel aussi, en partant peut-être de la personne justement qui a un side business qui se lance à côté, en se disant bah si ça marche, peut-être un jour je vais pouvoir quitter mon job. Comment elle doit, tu vois, regarder la rémunération. Est-ce qu'il y a une grosse différence quand on est salarié et qu'on veut et qu'on va commencer à percevoir des revenus de son activité entrepreneuriale par rapport à celle qui est en plein temps dessus? Ça change absolument tout. Moi, ce que je te propose, effectivement, je vais répondre à ta question parce qu'en fait, c'est un cas très spécifique et après, on déroulera les quelques slides que j'ai préparés pour avoir une meilleure idée. Le cas que tu cites de quelqu'un qui a un side project est hyper intéressant sur 2 points. Le premier, c'est quelle est l'énergie que je vais consacrer pour pouvoir lancer un side project. L'erreur fondamentale en France, c'est terrible ce que je veux dire, c'est de se dire tiens, je vais prendre plusieurs jours, je vais demander un temps partiel, par exemple, à mon employeur, pour pouvoir lancer une activité. Ok. Alors pourquoi je dis que c'est catastrophique? Parce que si on fait ce genre de choses, nécessairement, on va réduire sa rémunération. Et si un jour, au bout d'un an, on se dit, allez, je me lance totalement, et que l'employeur fait le cadeau de la rupture conventionnelle, ta rémunération auprès de France Travail ne sera pas basée sur un temps plein, mais sur le temps partiel que tu as exercé. D'accord? Donc ça, déjà, c'est un petit peu embêtant. La deuxième erreur que tu peux faire lorsque tu te lances un side project, c'est de croire que la micro-entreprise est nécessairement la meilleure solution. Pourquoi je dis cela? Parce que le problème de la micro-entreprise, il y a un avantage. La micro-entreprise, c'est que c'est super cool, super simple. Tu t'inscris au guichet unique, clac, ça y est, pouf, c'est passé. Après, quand tu réfléchis un petit peu mieux, il y a 2 problèmes qui vont arriver. Le premier, c'est que tu peux être limité sur ton chiffre d'affaires et personne n'est à l'abri d'un succès déjà. Et deuxièmement, le deuxième gros problème, c'est que tes charges que tu vas payer sur ta micro-entreprise sont principalement des charges sociales. Or, tu vas payer des charges sociales pour rien. C'est-à-dire que comme tu as un boulot de salarié à côté, le fait de cotiser une deuxième fois ne t'amène rien au niveau des prestations sociales. Tu ne seras pas guéri plus vite
ou des indemnités journalières 2 fois plus. Non, non, c'est pas possible. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et tout le monde choisit la version salariée qui est bien mieux protectrice que celui de la micro-entreprise. Et donc parfois, il faudrait mieux faire une SASU à l'impôt sur le revenu ou une SASU à l'impôt sur les sociétés. SASU à l'impôt sur le revenu, c'est topissime parce que tu payes 0 charge sociale et tu récupères l'intégralité de ton fric. Tu as juste à déclarer auprès du centre des impôts le montant du résultat que tu as pu faire. Et puis, l'impôt sur les sociétés, c'est assez cool également parce que si tu ne te donnes pas de salaire, tu payes pas de charge sociale, tu peux aussi déduire toutes tes charges. Donc ça, c'est aussi super et tu peux toucher des dividendes. Mais bien évidemment, si dans mon esprit, je me dis, moi, je me lance en micro-entreprise et puis je vais faire 2-3 000 euros par année, ce qui est d'ailleurs la majorité des micro-entreprises en France, la micro est très bien dans ce cas-là. Il n'y a pas besoin de s'enquiquiner à faire autre chose. Mais à partir du moment où tu vas commencer à monter un petit peu en puissance, ou si tu sens, en tous les cas, que c'est tout à fait faisable, d'autant plus si ta micro-entreprise s'adresse plus spécialement à des entrepreneurs, donc là, autant, dans ces cas-là, opter à la TVA, autant déduire les charges, tu vois, tu as des micros, des ordinateurs, etc. Et là, le choix de la SASU à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés est assez plaisant. Donc voilà, ça c'est un des points. Et donc ça répond effectivement à ta question du side project, effectivement, où chacun peut se lancer, et c'est une très bonne chose parce que justement ça te permet au moins vis-à-vis de l'entrepreneuriat de commencer à évaluer à quoi ressemblent les formes juridiques, les formes fiscales. C'est hyper important. Juste un petit truc pour tous les auditeurs qui vont nous écouter. À partir du moment où on fait 1 euro de chiffre d'affaires en France, ça y est, on est professionnel et il y a un impôt à payer quelque part. Voilà, un impôt, pas d'impôt, pas de déclaration. Je rappelle, ça n'existe pas. J'ai vu un jour une vidéo YouTube d'une youtubeuse qui a découvert que les impôts existaient en France. Elle s'est fait massacrer au passage. Et donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir une forme juridique, quelle qu'elle soit, pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Si on reprend tes 2 exemples, enfin des 2 écueils dans lesquels on peut tomber, que l'on soit en micro-entreprise ou en société, quand on est salarié à côté par ailleurs, et juste pour essayer de les dimensionner en termes de poids, tu disais que pour une boîte qui fait 2-3 000 euros à l'année, micro-société c'est bien. Enfin l'écueil qu'on a en micro-société, j'imagine, c'est qu'on grossit trop vite parce qu'on va commencer à payer des charges plus importantes. Et l'écueil qu'on a en société, tu l'as expliqué, c'est les charges qui sont dupliquées. Mais quelle est, tu vois, est-ce que il y a une situation, est-ce qu'on parle en termes de dimension, est-ce que c'est proportionnel, tu vois, est-ce que l'écueil d'être en micro en société quand on grossit trop vite est aussi gros que l'écueil de payer des doubles charges quand on est en société, tu vois? Oui, alors le plus gros écueil, c'est de payer des charges qui ne servent à rien. Ça, c'est le truc le plus dramatique qui puisse exister, parce que tu perds véritablement de l'argent au fur et à mesure. Le fait d'être en micro-entreprise, l'autre écueil, effectivement, c'est de pas pouvoir déduire tes charges. Et certains micro-entrepreneurs, notamment, ont des charges plus importantes qu'ils n'imaginent. Ou même s'ils ne les avaient pas, on peut les créer. Tout à l'heure, on en parlera, parce que on a toujours l'impression d'être en micro-entreprise, de dire j'ai pas de charge. C'est faux. Je suis chez moi actuellement. Alors, moi, je suis pas micro-entrepreneur, mais je suis chez moi. Donc, tu utilises de l'électricité, un local, ton ordinateur, une caméra, un iPhone, de l'internet, de l'électricité, de l'eau. Enfin, tout ce genre de choses, c'est quand même des dépenses que l'on a et que l'on pourrait déduire si on était en société, alors que quand tu es en micro-entreprise, tu peux rien déduire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, si quelqu'un vit dans la nature avec un stylo et puis une feuille de papier, la micro-entreprise, c'est parfait s'il n'a pas d'autres charges. Mais la réalité, on vit dans un monde où tous les jours, on est obligé de travailler pour pouvoir payer nos factures. Donc, c'est rare que la micro-entreprise soit systématiquement la meilleure forme juridique. Et une SASU alliée à l'IS en termes de coûts, juste pour avoir une idée? Alors, sur l'impôt sur les sociétés, quel est le coût chez Doux, tu veux dire en expertise comptable ou... Ouais. Par exemple, combien il faut compter en termes de coûts annuels pour, du coup, si on opte pour ça, ouais. Oui, tu comptes à peu près 400-500 euros pour créer une société et tu comptes à peu près 800 euros par an pour avoir tout, y compris le conseil. Ça, c'est le truc le plus important. Chez Doux, qu'on soit bien d'accord, je parle pas pour les confrères.
Ça marche. Non, c'est juste pour avoir et dimensionner encore une fois. On en est à ce stade-là, side business. On peut créer entre les deux. Si on est en forte croissance, je comprends qu'il faut. Il y a un coût qui est important one-off au Oui, début, mais qui est oui, largement compensé par ce que tu as expliqué, tout à les fait. optimisations derrière, quoi. Est-ce que tu veux que je déroule quelques Vas-y, je t'en slides? prie. Ouais. Super. Alors, j'ai essayé de structurer pour essayer de se dire déjà la grande question, la rémunération, c'est quoi? Tu vois, c'est le changement. Si je pose la question à un salarié, forcément, il va dire, bah, la rémunération, c'est le butin de salaire que j'ai. D'accord? Mais quand tu es dirigeant, ce n'est pas que cela. Et donc, j'ai voulu, en fait, illustrer à travers une un petit schéma. Bon, à gauche, tu as l'entreprise, hein, c'est la bassine d'eau. À droite, tu as ton patrimoine, ça c'est toi, ok. Et donc, une rémunération, eh bien, c'est prélever de l'eau de la bassine euh, pour le mettre dans le verre. Et le moyen de rémunération, c'est le seau. Voilà. Hein, je j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement, en tous les cas, l'idée effectivement. Et donc, des deux côtés, effectivement, tu vois, tu vas essayer de tirer de l'eau. Et donc, la technique suprême, justement, c'est de renverser le moins possible d'eau pour que ça tombe directement chez toi dans ton récipient. C'est ça, la technique. Sauf que, je rappelle, eh bien, c'est pas aussi simple que ça parce que, entre-temps, certains organismes sociaux, les impôts, que ce soit société, impôt sur le revenu, etc., vont venir pour récupérer effectivement une partie. Et donc, on va se dire, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, la rémunération, c'est pas simplement de prendre un butin de salaire, c'est aussi de se poser des questions. Parce que on peut pas répondre à toutes les questions, toutes les réponses. C'est toujours un certain équilibre. Généralement, la plupart des gens vont se dire, bah, moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir un net dans la poche après impôt sur le revenu qui soit le plus fort possible. OK? Logique. Et c'est très important. Et ça, c'est particulièrement pour des gens qui sont jeunes et qui se disent bon, l'avenir, on verra plus tard. Pour quelqu'un, par exemple, qui va aborder sa 55e, 56e année, etc., il va commencer à se dire, en fait, dans 10 ans, je devrais arrêter de travailler, sans doute, et donc il va se poser la question du revenu différé, hein, parce que ton revenu peut être immédiat, et tu peux avoir un revenu différé à travers des retraites, par répartition, par capitalisation, tu peux avoir des plans d'épargne, enfin, tu peux absolument tout mettre. Tu vas te poser aussi la question de la protection sociale. Si tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de conjoint, pas de conjointe, tu es complètement free. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux. Quand tu commences à avoir des enfants, que tu cherches effectivement à faire un petit peu attention, tu vas te poser la question de la protection sociale. Tu vas aussi te poser comme question de la déductibilité fiscale pour la société. Tout à l'heure, je te disais, tiens, tu vois, l'avantage à nature, si tu as une voiture, tu te fais massacrer, taxe sur les véhicules de société, etc. Donc, la déductibilité de ce que tu peux mettre dans ta société est hyper importante. Tu vas te poser aussi la question de comment tu peux éviter les charges sociales, éviter les taxes, éviter les impôts, éviter la CSG, CRDS. Et la France a cette particularité que tout coûte excessivement très cher, sauf lorsque tu es conseiller. Et c'est ça qui est le plus important. Hein. C'est-à-dire que tous les pays, d'ailleurs, sur cette planète qui sont extrêmement taxés, ce qui est le cas en France. Hein. Aujourd'hui, on a quasiment la moitié du PIB qui est pris sous forme d'impôts, ont des niches fiscales, sociales de tous les côtés. Et donc, on croit toujours que c'est que les gens les plus aisés, les plus riches qui peuvent en bénéficier. C'est complètement faux. Tout le monde peut le faire. Bien évidemment, c'est la qualité au moins d'être entrepreneur, c'est de pouvoir choisir à quelle sauce tu vas être mangé. Donc ça, c'était le point de la maximisation. Et donc, pour aller un petit peu plus loin sur ce plan, j'ai fait un petit plan et je me suis posé 3 questions. Je me suis posé comme question le avant, au démarrage et pendant. C'est le avant, ça tout le monde l'a compris, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant de créer une entreprise ou avant de se décider à se lancer à son compte. Le premier truc déjà, c'est que le avant, tu as sans doute dépensé des frais avant la création de la société.
Typiquement, si tu te lances à dépenser énormément d'argent, par exemple, tu t'es rendu compte, tu es allé dans un salon, je sais pas, tu vis à Paris, t'as un salon à Milan, tu vas à Milan. Bon, ces frais, tu les as dépensés. Tu as besoin d'une formation, tu dépenses. Donc, si tu es en micro-entreprise et que tu démarres, ces frais-là, tu leur dis bye-bye puisqu'ils seront jamais déduits. Tu crées une entreprise individuelle ou tu crées une société et dans ces cas-là, tu vas avoir nécessairement la possibilité de récupérer cet argent dans ta société, ce qui va avoir deux vertus. Le premier, c'est que le jour où la société commencera à gagner de l'argent, elle pourra te donner de l'argent directement et tu payeras zéro charge sociale, zéro CSG, zéro impôt sur le revenu. Donc là, on est dans un parfait alignement d'un point de vue fiscal pour l'entrepreneur. Et deuxièmement, ça permettra à la société de pouvoir réduire son propre mode d'imposition puisqu'elle va récupérer ses frais directement. Donc ça, tu vois, et les frais dépensés, mais il y en a une multitude. Tout le monde me dit non, mais j'ai pas trop dépensé. Mais si, les personnes ont dépensé l'argent en fait. Personne ne lance quelque chose sans avoir acheté un bouquin, sans avoir dépensé une formation, sans s'être déplacé, sans avoir mangé au restaurant, à l'hôtel et tout ça. Et en fait, on se rend compte que quand on commence à être omnibulé par la création d'une entreprise, finalement, ça coûte extrêmement cher de se lancer. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien être OK. Donc ça, c'est ce que je voulais dire effectivement sur le avant. Et au démarrage, eh bien là, c'est la totale parce que on oublie trop fréquemment, moi, ce que j'appelle une sorte d'hygiène fiscale. L'hygiène fiscale, c'est de se poser des questions. Tu vois, j'ai même pas parlé de salaire hein, pour l'instant. Hein, je vais pas en parler tout de suite. C'est 90% quasiment des entrepreneurs en France, ils démarrent chez eux, dans leur local, dans une cave, dans un garage, dans un bureau, sur leur canapé, etc. Première chose qu'ils peuvent faire, c'est déjà téléphoner sur leur assureur pour leur étendre leurs assurances et de se dire effectivement que ils vont faire une extension de leur assurance d'habitation pour éviter un pépin. Ça, tout le monde l'oublie, hein, à 99%. Deuxièmement, ils peuvent se donner un loyer, qu'ils soient locataires ou propriétaires. L'avantage, effectivement, c'est que ça va déduire la base imposable pour la société. Et ça va permettre aux dirigeants de toucher du pognon. Alors oui, il devra être imposé, mais ça coûtera beaucoup moins cher que s'il prenait un salaire. Il peut prendre des indemnités kilométriques, que ce soit voiture, moto, vélo, trottinette. C'est pas une blague hein, quand je dis trottinette. Il peut se faire des notes de frais, notamment l'électricité, l'eau, le gaz. Il peut également prendre Internet aussi à sa disposition, changer le nom de la facture de telle façon à ce que le nom de la société apparaisse pour pouvoir récupérer la TVA. Il y a tellement de choses à faire. Et puis enfin, sauf à être accro à se dire ah non il faut pas que je mette ça dans la société, mais il faut que tu vendes tout ce qui t'entoure directement à la société. Ta table, ta chaise, ton micro, ton ordinateur, ton téléphone, tout ça tu le colles à l'intérieur via une note de frais. On a un module sur spécifique chez Dux pour pouvoir faire cela, et ça te permet, comme je te disais tout à l'heure, tu vas réduire ta base imposable et là, magie, ton fric pourra te revenir dans la poche le jour où ta société aura gagné d'argent et tu payeras zéro charge sociale, zéro CSG, zéro impôt sur le revenu. Si tu fais ça déjà, tu as gagné au moins 10 000 balles dans l'histoire, dans un claquement de doigts. Et c'est pour ça que je disais, premièrement, c'est parfaitement légal. Deuxièmement, c'est compatible avec l'ARE. On va y venir tout à l'heure. Et troisièmement, c'est que du bonus pour la société, puisque pour sortir de l'argent plus tard, alors elle sera super peinard. Ouais, et puis ça absorbe complètement les frais comptables dont on avait parlé, là, peut-être les 1000 balles, largement à absorber. Oui. Une petite question, enfin deux petites questions relatives à ça. Tu disais au démarrage, enfin avant le démarrage, faut commencer à déjà comptabiliser tous les frais qui ont servi à l'élaboration au développement de son projet. Tout à fait. Et la question c'est rétroactif jusqu'à quand? Il y a une durée maximale pour ça? Oui, c'est une très très bonne question. En fait, en théorie,
Mais il n'y a pas de texte fiscal, hein. Le seul texte fiscal sur lequel on peut s'appuyer, c'est en fait l'intérêt pour la société de déduire quelque chose. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que est-ce que je peux rattacher la dépense que j'ai faite à la création de la société? Et là, il y a deux écoles. Il y en a qui disent c'est dans l'année, d'autres c'est 1 an, d'autres c'est 6 mois, etc. Tout ça, c'est pipeau. En fait, la réalité, c'est, alors on va pas dire parce que j'ai eu j'avais nécessité par exemple de faire une formation, mais cette formation j'ai pu le faire parce que j'ai eu, je sais pas moi, un master, parce que j'ai eu le bac, etc. Faut pas blaguer non plus. Il faut quand même que ce soit rattaché, sinon depuis ta naissance, même le coût des biberons, il va falloir que tu l'inclues à l'intérieur de la note de frais. Donc il faut qu'il y ait un lien qui soit très étroit. Mais par exemple, si tu as décidé de passer un diplôme spécifique et que ça a duré 2 ans, pour moi en tous les cas, tu as intérêt à le mettre dans le coût de ta société. Et si, censé soit-il, que tu as un contrôle fiscal dans les 3 ans, ce qui arrive quasiment jamais, eh bien, tu auras l'intérêt d'expliquer pourquoi effectivement tu l'as fait. Et comme je le dis souvent, quand t'es pas à l'aise avec quelque chose, c'est qu'il faut pas le faire. Mais si tu es très à l'aise dans ton explication en te disant si je l'ai fait, c'était pour pouvoir créer ma société, eh ben, je peux te garantir qu'à 99%, les discussions n'ont plus lieu d'être parce que tu es déjà très à l'aise dans tes bottes, quoi. Et sur les valeurs que tu vends à ta société, par exemple un Mac que tu as acheté, un ordinateur que tu as acheté il y a 2 ans, tu vas pas le mettre au prix où tu l'as acheté, tu le vends à combien? Ouais. Y a un truc qui s'appelle le Bon Coin. Donc, on connaît un petit peu les valeurs, hein, finalement. Et donc le plus simple, c'est d'utiliser des plateformes qui sont connues. Alors j'ai cité le Bon Coin, j'aurais pu citer d'autres, bien évidemment. C'est celle-ci qui me vient directement à l'esprit. Et puis tu es très à l'aise avec ce genre de choses. Il est évident que si tu acheté ton Mac 2000 balles il y a 1 an, il vaut plus de 1000 € aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. Voilà. Il faudra le trouver une valeur qui soit acceptable. Ça veut pas dire trop à la baisse, ça veut pas dire trop à la hausse, ça veut dire dans un prix intermédiaire. Bien évidemment, on a intérêt à rehausser la valeur au maximum tout en restant cohérent en cas de contrôle. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de faire des petites copies écran de matériel que l'on peut voir en occasion ou dans des magasins par ailleurs, et en cas de contrôle fiscal, de ressortir toute cette liste. Le début du questionnement d'un inspecteur fiscal s'arrêtera aussi rapidement qu'elle est venue. Donc, je disais sur les rémunérations, il y a autre chose aussi auquel on ne pense pas, c'est l'ARE ou l'ARS, qui sont quand même une rémunération. Si tu as l'ARE, je rappelle, c'est les indemnités chômage que l'on perçoit pendant la création de la société, ou l'ARS, qui est le capital. Donc, je dis toujours aux personnes, choisissez plutôt l'ARE, parce que il y a plusieurs avantages. La première, c'est qu'on touche tous les mois quelque chose, et on va toucher plus que l'ARS. L'ARS, c'est 60% du montant du capital et c'est terminé. Il est 40% bye-bye. L'ARS se donne en 2 fois. Une partie, 30% le premier mois, 6 mois après le second. Ça empêche aussi maintenant désormais l'ARS d'avoir un boulot à côté, alors qu'avant on pouvait le faire. L'avantage encore de l'ARE, c'est que quand tu es à l'ARE, tu es inscrit auprès de France Travail. L'ARS, tu n'es pas inscrit auprès de France Travail. Ça veut dire que la portabilité saute également. Le troisième avantage de l'ARE, au-delà du côté financier, au-delà de la portabilité, c'est que France Travail cotise pour toi auprès des caisses de retraite, alors que l'ARS, tu ne valides plus rien du tout. Voilà. Et puis le petit avantage dernier, l'ACRE, tout le monde l'a désormais, c'est la réduction des cotisations sociales si tu venais à prendre un salaire. Mais bon, le gros de l'instance, c'est l'ARE, l'ARS. Il faut en tenir compte. C'est vraiment le truc ultra que l'on peut avoir en France, même si actuellement France Travail fait tout pour réduire le montant de l'ARE et de l'ARS pour les créateurs de sociétés. Ouais, tout ça c'est un paysage mouvant, faut le rappeler quand même. Ouais, c'est exactement ça. Avant de commencer à aborder, tu préfères le point sur sur les rémunérations, il y a une petite philosophie qui doit être comprise par tout le monde, d'accord, qui est hyper importante. C'est que tout ce que je t'ai dit, tu sais, les indemnités pour le logement, l'électricité, etc., tout ça, ça vient en charge, c'est parfait, c'est nickel, etc., mais ça n'a pas que des vertus. Par exemple, avoir une rémunération,
c'est avoir des cotisations sociales. Bon, tu me diras, ça c'est pas trop une vertu parce que ça coûte plus cher. Mais, ça te permet d'économiser sur l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu si tu es en SASU à l'impôt sur le revenu pour les charges sociales simplement, le salaire n'y est pas. Le problème, c'est que ça majeure ton impôt sur le revenu, mais ça te permet de pas payer de taxes PUMA, ça te permet quand même d'avoir une retraite, ça te permet d'avoir des indemnités journalières. Donc tu vois, il y a toute une balance qui se met en route entre le pour et le contre. Tu vois, avoir une rémunération, c'est pas simplement, tu vois, se dire tiens, je vais payer plus d'impôts sur le revenu. C'est plein de choses qui vont être d'un côté négatif et de l'autre très positif. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes, même si vous n'avez pas envie de vous donner une rémunération, une fois que vous avez quitté France Travail, enfin les indemnités ARE, pensez au moins à vous couvrir au niveau de la validation de vos trimestres de retraite, de pouvoir avoir des indemnités journalières, et puis d'éviter de payer la fameuse taxe PUMA qui fracasse toutes les personnes qui d'un seul coup découvrent à la fin de l'année qu'ils doivent payer 8% de plus sur tous les revenus qu'ils ont eus parce que ils n'ont pas payé sur une base de 8000 et quelques euros de net fiscal. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. J'ai fait des vidéos là-dessus qui expliquent plus en détail ce que je suis en train de dire. Mais se donner une rémunération, voilà, il y a plein d'impacts quoi qui peuvent arriver. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'arrête le démarrage et puis on va arriver au pendant, pendant la course, très exactement. Et la première question que tu vas te poser une fois que tu n'as plus l'ARE, c'est est-ce que je vais être TNS ou assimilé salarié? Je rappelle TNS, travailleur non salarié. Alors, je vais refaire l'inverse, plutôt. Qu'est-ce que c'est assimilé salarié? C'est tous les présidents SASU et SAS qui cotisent auprès du régime général de la sécurité sociale. Ok, voilà, et qui sont pas salariés, qui sont assimilés salariés. Pourquoi assimilés salariés? Parce qu'ils ne cotisent pas auprès de France Travail. Bon, une fois que j'ai dit cela, eh bien, part du principe que TNS, c'est tous les autres entrepreneurs, micro-entrepreneurs, entrepreneurs individuels, gérants majoritaires de EURL, de SARL, de sociétés civiles de moyens, de sociétés en nom collectif, etc. C'est tous les TNS. Et c'est deux mondes séparés. Pourquoi? Parce que les TNS ne sont pas assimilés salariés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au régime général de la sécurité sociale. Ils sont ce qu'on appelle au régime des indépendants. C'est un régime qui est différent. Mais pour te situer un petit peu, tant que tu es auprès de l'ARE, moi je conseille toujours de choisir plutôt SASU à l'impôt sur les sociétés. Mais quand tu quittes ce monde de l'ARE, ça vaut le coup parfois de se poser la question effectivement de gérance majoritaire en URL ou SARL ou entrepreneur individuel. Les grosses différences entre les deux, c'est que pour avoir 100 euros avant impôt sur le revenu quand tu es assimilé salarié, ça va te coûter à peu près entre 80 et 86 euros de cotisation sociale. Revenu salarial, charge patronale. Ça déchire, on est bien d'accord. Et de l'autre, ça va te coûter entre 36 et 45%, tu vois. Donc, ce qui est 40 points de moins. C'est-à-dire que tous les 100 euros, tu gagnes 40 euros à monter plutôt une URL, une SARL après ton ARE. Je le précise bien. Donc, concrètement, c'est hyper important. Les questions qui pourraient se dire, mais si on cotise plus, est-ce qu'on a mieux qu'en est TNS? Alors la réponse est oui, c'est mieux, mais pas beaucoup mieux. Voilà, c'est ça qui est véritablement important de comprendre, c'est que le coût d'un assimilé salarié est exorbitant en France. Ça peut convenir s'il y a une bonne combinaison de tout ce qu'on a dit en amont, tu vois, et que le gars se dit, oh allez tiens, je vais me prendre 2000 balles par mois, ça coûtera, je bénéficierai toujours de la sécurité sociale comme des salariés, et puis après je me verserai des dividendes, tu vois, ça peut encore s'assimiler. Mais quelqu'un qui se dirait, tiens, je veux gagner 10 000 euros par mois, mais là il se fait déchirer véritablement. C'est-à-dire que tu payes 8600 dans le premier cas, et l'autre côté tu paierais 3008. Tu vois un peu la différence que ça fait. Il n'y a pas photo. Être gérant TNS, en règle générale, coûte
moins cher, et avec l'économie que tu fais, qui est quasiment la moitié de l'autre, bah, tu peux te payer des versements complémentaires comme le PERECO, enfin comme la retraite, par capitalisation. Tu peux mettre des systèmes de prévoyance supplémentaires. Tu peux faire tout un arsenal. Et c'est pour ça que c'est les grandes questions que l'on se pose au moment de se rémunérer. Est-ce que je tiens vraiment à avoir mon butin de salaire, ou est-ce qu'au contraire mon butin de salaire, j'en ai rien à foutre et je vais choisir plutôt une version un petit peu plus hard au niveau, c'est-à-dire pas de butin de salaire. Donc beaucoup de gens, quand je disais qu'il faut changer son mindset, certaines personnes sont paumées en disant mais attendez, comment je vais me verser l'argent? Je vais avoir un butin de salaire? Non. Mais comment ça marche? Ben, en fait, tu fais un virement de ton compte professionnel à ton compte privé et puis c'est terminé. Et la plupart des gens sont choqués par cette image parce qu'ils disent c'est aussi facile que ça. Ben oui, c'est aussi facile que cela. C'est juste une fois par an. On dit bon ben voilà, le dirigeant s'est rémunéré tant et c'est terminé, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Donc ça c'est un point qui est hyper important. Et donc après, la deuxième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je vais mettre en route, tu vois? Et donc il y a des trucs. Là, tout à l'heure je te parlais d'hygiène fiscale. Là, je vais te parler d'hygiène sociale. Il y a des trucs que tout le monde devrait faire, mais tout le monde, sans exception. Premièrement, te poser la question sur ta mutuelle, tu vois, parce que une rémunération, c'est aussi avoir une meilleure mutuelle pour, je sais pas, avoir des meilleurs remboursements, d'accord. Tu peux aussi améliorer ta retraite. Tu peux aussi avoir des systèmes de retraite complémentaires, les fameux PERECO. Tu peux avoir des chèques emploi-service universels, les fameux CESU, que tu peux utiliser un petit peu comme pour payer des personnes de ménage, des personnes qui vont donner des cours aux enfants, etc. Ça se donne à tous les dirigeants, s'ils le souhaitent, bien évidemment. T'as pas besoin d'avoir de salariés, c'est juste extraordinaire. Et donc, du coup, on est en train de parler de 1500 balles environ, qui peuvent être donnés comme ça sous forme de chèque. C'est la société qui achète et qui te donne. Et tu vois, c'est un autre mindset, puisque tu te poses plus de questions de quelle est ta rémunération. Tu te poses juste la question combien il atterrit dans ma poche, parce que dans la réalité, il y a que ça qui compte. C'est tu vis pas avec des bulletins de salaire, tu vis avec de l'argent qui tombe dans ta poche. Et donc, plutôt que d'avoir de l'argent, on te donne de quoi payer quelqu'un d'autre. C'est la meilleure des formules. Et si tu as un salarié au moins à temps complet, tu peux mettre en place des plans d'épargne d'entreprise, tu peux mettre en place des intéressements, tu peux mettre en place des chèques cadeaux, des chèques restaurants, tu peux tout mettre en place et le dirigeant pourra véritablement en profiter. Et c'est pour ça, tu vois, que dans ce truc-là, et on va continuer, tu vois que dans cette situation-là, eh bien, on n'est plus dans je mise tout sur mon butin de salaire, c'est plutôt mon bulletin de salaire ou ma rémunération en tant que gérant TNS, ni plus ni moins qu'un des éléments de toutes mes rémunérations que je peux avoir. Et la question qu'on se pose en général quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même des considérations de le cash maintenant versus de l'investissement qui fait boule de neige et qui va donner beaucoup plus de rendement après. Tu vois, typiquement le PERCO, en fait, tu touches pas. Il y a des cas de déblocage, mais c'est pas forcément évident. Par contre, effectivement, moi j'aime bien l'argument que tu as employé de dire si je suis en phase de croissance et que je dois employer des gens et que ça peut m'être payé d'une manière ou que ça peut me coûter moins parce que je mets en place ces trucs-là, c'est puissant, quoi. Ouais. D'une façon ou d'une autre, tu as tout intérêt de payer quelqu'un à faire ton ménage chez toi pendant 1 heure et toi de te coller devant ton boulot, tu gagneras bien plus d'argent. Je peux dire que moi, ça fait, pour une anecdote, je crois que la dernière fois que j'ai posé des papiers peints, c'est en 2001, très exactement. J'avais déménagé. Donc, si tu veux vivre heureux en couple, ne fais pas de travaux en couple. Je pense que c'est le premier truc qu'il faut dire à tout le monde. Le second, quand tu deviens entrepreneur, c'est dire comment est-ce que je gagne de l'argent. Et autant dans ma vie d'étudiant, j'étais pauvre. Moi, je suis issu d'une famille d'ouvriers, donc je peux dire que avant que je laisse un garage faire une vidange, les peintures et tout ça, je peux dire qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé, mais une fois que je suis devenu entrepreneur et que je me suis aperçu que mon temps pour pouvoir faire des choses pratiques, je l'ai enlevé pour faire des choses plus rémunératrices, c'est-à-dire mon job. Et depuis, alors que je suis
j'aime les belles voitures, etc. Je n'ai jamais ouvert le capot de ma voiture. Je ne fais plus de bricolage. Et j'ai remarqué que les gens d'ailleurs que je payais pour pouvoir le faire étaient bien plus doués que moi pour réaliser ces travaux. Et moi, en contrepartie, je passe mon temps à travailler, ce qui me rapporte bien plus d'argent dans cette situation. Je pense que là, c'est un équilibre à trouver. Bon, pour les personnes qui aiment faire les travaux, tant mieux. Mais pour tous ceux qui n'aiment pas le faire, comme moi d'ailleurs, je pense qu'ils ont tout intérêt à sous-traiter immédiatement à d'autres personnes qui le feront bien mieux qu'eux. Et là, est-ce qu'il y a des effets de seuil aussi dans ces instruments que tu décris, l'épargne salariale, notamment le PE? Est-ce que c'est quelque chose, il faut avoir quand même un certain niveau de chiffre d'affaires pour les mettre en place, ça devienne intéressant ou... Oui, alors il y a des situations où si tu peux travailler en couple, d'accord, tu peux mettre en place pour monsieur ou madame, tout dépend si c'est une conjointe ou un conjoint, et toi en bénéficier également. Et donc là, à la limite, on parle pas trop de... Alors, quelqu'un qui fait 3 000 €, on fera rien, qu'on soit très clair. Ouais. Mais quelqu'un qui commence à avoir, même ne serait-ce que, même pas le SMIC, dans l'absolu, peut très bien commencer à mettre ce système-là. L'avantage, c'est que ça permet d'augmenter les charges sociales, ça permet d'avoir des crédits d'impôt famille, même pour le conjoint ou la conjointe. Donc, il y a des trucs assez sublimes qui se mettent en route. Encore une fois de plus, beaucoup de gens râlent en se disant on paye trop d'impôts, trop de charges sociales, mais ils se posent pas la question qu'il y a une multitude de choses qui existent, qui bénéficient à la fois à l'entrepreneur, à la fois aux salariés et à la fois à l'entreprise. Et pourquoi pas le faire? C'est ça. Et alors c'est sûr, hein, c'est pas l'administration fiscale qui va te passer un coup de téléphone pour dire je pense que vous êtes passé à côté d'un crédit d'impôt. Jamais de la vie, un truc pareil, hein. Et c'est pas l'URSSAF qui va te téléphoner en disant si vous aviez fait ça, vous auriez pas payé de charges sociales. Non, ça forcément, ça part en dessous. Personne n'est au courant, hormis les conseils. Et bon, c'est l'occasion avec un podcast comme tu fais, tu vois, de pouvoir le clamer haut et fort. Entourez-vous de bons conseils et renseignez-vous sur ce qui existe. Et ne choisissez pas la notion de facilité à l'état pur en se disant tout passe par des salaires ou tout par des dividendes. D'ailleurs, c'est pas forcément la meilleure formule, on y reviendra. Ou tout passe à. Généralement, c'est une alchimie où tu fais un petit peu des trucs qui font que tu as le meilleur équilibre de vie. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Alors, je parlais des dividendes, on y arrive. Généralement, c'est la tarte à la crème, tout le monde dit « Ah, les dividendes, c'est bien mieux ». Bon, ben non, pas forcément, parce que le problème des dividendes, c'est que les dividendes, ils se donnent toujours après impôt sur les sociétés, alors que tout ce que je t'ai dit avant, tout, eh bien, ça donne une économie d'impôt sur les sociétés. Et en France, tu payes des IS soit 15, soit 25%, et actuellement, les dividendes, tu les donnes après. Et donc, je l'ai déjà prouvé, quelqu'un qui est président de SASU, de SAS, les dividendes donnent un peu plus de cash. Là-dessus, il y a pas photo. Mais il faut éviter d'être tout dividende parce que ça ouvre d'autres difficultés, la taxe Puma et plein d'autres choses, pas d'IJ, pas de retraite, etc. Et quand tu es gérant majoritaire, eh bien, j'ai pu montrer qu'en règle générale, ça coûtait moins cher de percevoir une rémunération en tant que gérant majoritaire plutôt que des dividendes, sauf lorsqu'on est sur des très grandes tranches d'imposition, notamment à 45%. Donc tu vois, les dividendes, il faut pas. Beaucoup de gens pensent que c'est un peu la tarte à la crème en disant ouais, je me verse rien, je vais tout toucher sous forme de dividendes. La vie va être belle. C'est pas tout à fait vrai. Et donc encore une fois de plus, il faut que ce soit un complément. Il faut pas faire tout parce que sinon ça risque d'être dangereux et être hyper embêtant. Comment tu qualifierais l'avantage principal du dividende? C'est vraiment la rapidité de pouvoir sortir le cash? C'est ça que oui. Pour l'usage que tu en ferais? Oui, c'est ça. Alors, les dividendes, on devrait les utiliser qu'en SAS et en SASU, hein, puisque je rappelle que désormais en URL ou SARL, enfin, dès qu'on est TNS, on est limité à 10% du montant du capital. Donc, si tu as un capital social à 1000 balles, 1000 €, ce qui est la majorité des capitaux sociaux en France aujourd'hui sont inférieurs à 1000 €, tu auras droit à 100 € de dividendes par an, d'accord? L'URSSAF est trop généreuse. On s'attendait pas à avoir autant. Sachant que les 1000, ce seront même pas 100 €, ce sera 70, puisqu'il y aura la flat tax qui sera passée entre temps. Et après, toutes les sommes que tu prends au-dessus, non seulement tu payes
de la CSG, mais en plus, tu vas payer des cotisations sociales. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir plutôt se limiter. J'ai fait une vidéo qui montrait que quelqu'un qui se donnait près de 300 000 euros, c'était en URL, c'était l'équivalent dans une SASU. Bon, tout le monde se donne pas 300 000 balles. Déjà, il faut avoir 300 000 balles. Et donc, concrètement, on peut dire que URL, SRL, c'est un peu mort, hein, pour faire ultra simple. SASU, SAS, ça mérite de se peser. Mais à un moment donné, tu dois te poser la question, est-ce que je dois rester en SASU ou est-ce que je dois passer en URL? Ça, c'est des vraies questions qui doivent se poser pour améliorer ta rémunération. Et encore une fois de plus, tout dépend de ton âge, ton état de santé également, puisque il faut être plutôt en bonne forme pour être gérant majoritaire, puisque les prestations et les assurances sont personnelles, alors que dans une SASU, une SAS, ce n'est pas le cas. Intéressant ça. Ouais. Alors, on va terminer cette question de la rémunération et se poser la question, est-ce qu'on peut faire encore mieux que tout ce que j'ai dit? Voilà. La réponse est oui. La réponse est oui, parce que encore une fois de plus, lorsque ton entreprise va bien, hein, c'est-à-dire quand tu commences là à te dire bon, c'est bon, je touche l'argent, j'ai tout mis en place, hein, tout ce que Patrick m'a dit, j'ai vendu le canapé de ma grand-mère à ma société, l'ordinateur, l'imprimante, si t'en as encore, les écrans, j'ai tout vendu, j'ai tout fait. Est-ce que je peux faire encore mieux? Voilà, c'est ça, hein. Voilà, on commence à se poser. La réponse est oui, on peut faire encore mieux. Alors pourquoi j'utilise le mot holding? Holding, fréquemment, on imagine que c'est des trucs très gros, etc. Non, c'est faux. Une holding, ça peut être ta propre société actuelle qui peut se transformer en holding. Ça peut être une société que tu vas mettre en plus. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de comprendre qu'en France, tu es taxé à partir du moment où tu te trouves dans une situation où l'argent va passer par toi. D'accord? Tu prends des dividendes, bam, t'as 30%. Tu prends un salaire, bam, les charges sociales, l'impôt sur le revenu. Tu décides effectivement de te donner quelques attributions supplémentaires, bam, bam, bam. Même si le fric, tu le réinvestis. Tu vois, c'est le gros problème. J'aimerais bien qu'en France, un député puisse m'écouter et dire, bon, les entrepreneurs, vous n'êtes pas taxés tant que vous réinvestissez dans la machine, quoi. Et ça marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Et donc, l'astuce, c'est justement, tu vois, j'ai fait cette dernière slide où tu vois la tête du bonhomme qui est là, qui détient une holding, qui détient une SAS ou une SASU, peu importe, ou une URL ou une SRL, ça change rien, et dans lequel, eh bien, la société, la SAS, va remonter de l'argent dans la holding et tu vas payer 0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un abattement de 95% sur la base. C'est-à-dire que si tu remontes, par exemple, de la SAS 100 000 euros vers la holding, tu seras imposé dans la holding sur la base de 5 000 euros. 5 000 euros à 15%, ça fait 750 euros. Donc, tu remontes 100 000 euros dans ta holding, il te reste 99 250, voire parfois 100 000 parce que tu as une petite astuce pour rien payer du tout quasiment. Et de ta holding, tu vas remettre l'argent dans la société civile immobilière. Et tu mettras l'intégralité, c'est-à-dire les 99 250. Alors que si tu voulais, toi, à titre personnel, créer une société civile immobilière et détenir ton bien immobilier pire en direct, ce qui serait une catastrophe, dans ces cas-là, tu te ferais taxer. Déjà, pour remonter l'argent, déjà, tu paierais 30%, il te resterait 70 000. 70 000, tu te mettrais dans une société civile immobilière, tu risquerais encore te faire taxer, soit parce que tu n'as pas créé une SCI, soit parce que tu as fait une SCI à l'impôt sur le revenu, et tu vas te faire démonter. Alors que là, dans ce système, eh bien, tu remontes du fric, tu le redescends gratuitement, et le mieux, dans ta société civile immobilière, tu paieras jamais de CSG, tu paieras jamais d'impôt sur le revenu à titre personnel. Donc, tu gagnes, tu évites les frictions fiscales au début et tu évites les frictions fiscales pendant et ça, c'est juste génial. C'est juste ton patrimoine qui arrive à augmenter. Alors oui, si un jour tu décides de remonter du fric, tu seras bien obligé. Mais ça te permet toujours, c'est le principe des intérêts composés, c'est que si on te donne 100 euros, tu auras toujours plus de fric que si on te donne 70 pour le placer. C'est systématique. Et donc ça, c'est le grand truc. Alors j'ai pris une société civile immobilière. On aurait pu dire que c'était une société civile et que le gars, je sais pas moi, il collectionnait des Porsche 993 ou qu'il a
ou qu'il achetait des Rolex Daytona. Hein. Là, j'ai pris un exemple avec de l'immobilier parce que ça parle à tout le monde. C'est quand même un petit peu plus... on connaît les évolutions de façon plus claire. Après, pour les investissements, on peut absolument tout faire. On aurait pu faire de la crypto-monnaie, on aurait pu absolument tout faire. Donc, tout est faisable. C'est juste une question, tu vois, de circuit pour pouvoir être tranquille, c'est savoir comment on peut gérer. Et comme je le dis souvent, toutes les astuces que je te donnais avant te permettent de gagner 10, 20, 30%. L'autre, ça te permet de gagner 30, 40, 50% de mieux que dessus. C'est pour ça que je voulais clore cette présentation de ce qu'étaient les rémunérations au sein des sociétés pour élargir la vue des entrepreneurs et que au moment où ils vont choisir, est-ce qu'on prend plutôt micro-entreprise? Donc là, c'est mort pour faire ce genre de choses. Mais le choix de la micro-entreprise, de l'entreprise individuelle, de la SASU, de la SARL, de l'URL et tout ça, eh bien, tous ces choix sont ouverts. Ça lui permet d'avoir une perspective beaucoup plus importante pour pouvoir se dire, ça serait assez cool, effectivement, d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion plutôt que de s'arrêter au premier truc. Je cède trop à la facilité. Voilà ce que je voulais dire. Non, super intéressant. Et c'était vrai qu'on voit clairement dans ton schéma et puis dans ce que tu en décris, l'idée du vase clos quand on est en système holding, on peut vraiment augmenter l'impact que chaque euro gagné pour alimenter, réinvestir ailleurs. Est-ce que néanmoins, en faisant cette organisation-là, il y a quand même la phase d'après, donc qui est entre la holding et le petit bonhomme que tu vois au-dessus. Est-ce que faire ce système de holding limite aussi les choix pour après se payer on va dire des sociétés vers soi-même, personne physique? Alors, c'est là où alors dans ce schéma tel que je le présente, il y a de fortes probabilités que je donnerai comme conseil de se rémunérer dans le holding. D'accord? C'est là où tu peux aussi si ton conjoint ou ta conjointe te donne un coup de main, mettre quelque chose de la holding, ce qui te permettra d'avoir deux systèmes, celui de la SAS si tu as des employés et si tu as la holding. Du coup, tu as des rémunérations qui sont différentes. Et dans ta holding, tu pourras te donner des salaires, tu pourras choisir ta forme juridique. Et oui, ça a nécessairement un impact. Petit point aussi, si le jour où tu vends ta SAS, par exemple, eh bien, tu auras un abattement de 88% sur la plus-value, ce qui permettra de remonter l'argent dans la société holding et de pouvoir le disperser pour faire d'autres revenus. J'ai déjà accompagné, moi, des dirigeants qui, à 50 ans, avaient complètement ras-le-bol de travailler, qui ont réussi à vendre leur société et qui ont maintenu leur niveau de prestation comme cotiser auprès de la retraite, etc., à travers des sociétés civiles immobilières qui étaient détenues par des sociétés holding. Donc, tu vois, en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir le choix, c'est une sorte de liberté de savoir où est-ce qu'on se rémunère. Et c'est vrai que dans ce schéma-là, qui est déjà un petit peu plus costaud, qu'on soit d'accord, là, on a quitté définitivement le monde des 3 000 euros par an, définitivement, et même largement plus que 3 000 euros par mois, mais on est déjà dans une autre dimension qui permet d'améliorer. C'est pour ça que là, je voulais faire une panoplie complète, des choses simples, des choses un petit peu plus complexes à mettre en œuvre pour que l'entrepreneur débutant, le primo-entrepreneur, ait aussi une vision de ce qu'il peut faire à terme. Et si je comprends bien, si je suis ton raisonnement du coup, c'est vraiment par étapes. La première étape, c'est optimiser tout ce qui peut être en termes vraiment de dépenses, enfin voilà, en nom propre, en micro-entreprise, etc. Et à mesure que le business se développe, de commencer à mettre d'autres couches d'optimisation jusqu'à arriver à ce système de holding, c'est ça l'esprit? C'est exactement, ouais. On peut dire que c'est la finalité. C'est vraiment la chose. On connaît quelques exemples très puissants. Monsieur Arnaud de LVMH doit, et c'est une certitude, à justement des sociétés holding patrimoniales dans lesquelles il assure la transmission des enfants. Parce que alors c'est vrai que j'aurais pu parler aussi de cela. C'est que normalement, si les choses se font bien, une holding survit à son créateur, dans le sens où on peut commencer à faire des démembrements de droits de propriété, usufruit du propriété, faire des packs du trail, faire des donations, enfin tout est absolument faisable. C'est comme ça que les grandes fortunes sur cette planète font. Je parle pas que des fortunes françaises, puisque le mot holding d'ailleurs vient de l'anglais
détenir, to hold. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être multiplié à l'infini et dans lequel chacun se reconnaîtra entre la multinationale ou la société simple, mais qui peut être transmise auprès de ses enfants ou dans lequel on veut souhaiter faire fructifier. Donc il faut pas avoir de complexe. En tout cas, au sein de Dux, on explique qu'il faut pas avoir de complexe. Souvent d'ailleurs, à peu près une personne sur deux qui nous téléphone voulant faire une holding, on le décourage. Hein. Pas qu'on veut le décourager à tout prix, mais on leur dit c'est pas le moment. Attendez encore un petit peu, 6 mois, 1 an, et on explique pourquoi. Hein, parce qu'il y a quelques petites techniques qui permettent d'améliorer encore tout ce genre de choses par rapport effectivement à leurs besoins. Et c'est pour ça qu'il faut se sentir très décontracté, apprendre, essayer de discuter et savoir quand est-ce que c'est le bon moment de pouvoir le faire. Moi, à titre personnel, j'ai mis 5 ans pour faire une holding après la création de ma première société parce qu'il y avait des raisons particulières qui étaient dans ma tête bien fixées. Et quand c'était le moment, ça a été le moment où j'ai pu sauter le cap dans les meilleures situations possibles. Quelles sont les erreurs que tu vois passer le plus souvent? Est-ce que c'est justement celle-là de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de chercher à construire de la holding avant de faire du business? C'est quoi les erreurs peut-être fréquentes et aussi lourdes de conséquences que peut-être que les gens négligent? Alors, je pense que l'un des points les plus importants aujourd'hui qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours avoir quelque chose d'adéquat. Hein. Il faut dimensionner son projet par rapport à ses envies. Si j'ai simplement envie de dire tiens, je vais faire un petit truc histoire de voir, etc. La micro-entreprise, c'est super. Mais franchement, c'est génial. Si je me dis là, j'ai envie de me lancer, de faire un truc costaud, c'est pas la peine de passer dans ce cas-là par la micro-entreprise. Autant choisir tout de suite le format le mieux adapté qui permettra de booster. Parce que quand tu es entrepreneur, enfin tu le sais toi-même, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de temps en temps de te donner un coup de pied au cul le matin pour te dire allez hop, on y va. Et c'est con, mais le fait de être en société, ça te donne la dimension président de SS ou de SASU. Alors, c'est bien évidemment, c'est un nom qui est peut-être un peu grand pour l'activité que l'on fait, mais quelque part, ça te dimensionne à ce que tu dois faire. Et moi, je crois dans le côté influence, hein, c'est-à-dire que tu t'auto-influences en disant, je suis là, je vais être ici. Et la dimension te permet. Micro-entreprise, ça te permet pas de te donner cette dimension. Et c'est pour ça que je dis, pour quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose, bien évidemment que la micro-entreprise peut être une solution, mais elle n'est pas nécessairement la meilleure dans ce cas-là pour quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de plus grand. Ouais, il y a ces dimensions, un mindset qu'on oublie aussi, mais effectivement, déjà se mettre un costume étroit avant même de démarrer, c'est pas forcément un signal pour son esprit. C'est exactement cela, ouais, tout à fait. Voilà, je pense que ça, c'est le premier chose, c'est de bien faire, et au même titre que dans le sens inverse, n'allez pas créer une holding pour tout de suite, ça n'a pas de sens immédiatement, en tous les cas, ça n'a pas de sens. Voilà. Il faut toujours que les choses soient bien cadrées. Ça évite des frais, ça évite des lourdeurs parfois qui n'ont pas besoin d'exister. Mais il faut se donner par contre la rampe parfaite, le tremplin parfait pour pouvoir évoluer, aller plus vite. Comment tu vois juste pour terminer et voir un peu utiliser aussi ta position, tu vois beaucoup d'entrepreneurs, donc tu as une vision aussi un peu macro du monde de l'entrepreneuriat en France, et c'est vrai que j'ai l'impression que les choses bougent. En tout cas, on voit de plus en plus que l'entrepreneuriat est à la mode, mais sur le terrain, en réalité, comment tu évalues toi la situation de l'entrepreneuriat en France? Alors, l'entrepreneuriat est presque devenu une mode. Hein. Je pense que sincèrement, la libération la libération du capital social à 1 euro pour les SASU et SS du plan de Sarkozy. Bon, c'est un petit peu pipeau, mais c'est sympa comme idée. Hein, il y a un côté très marketing. J'adore ce genre de choses. La micro-entreprise, c'est piégeux à la fin, mais j'adore également parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, on est rentré dans un autre millénaire et que sans doute l'évolution du contrat à durée indéterminée, c'est peut-être l'entrepreneuriat. Peut-être que je vais faire crier des gens et que certains diront au scandale, mais clairement, on rentre dans un autre monde. Les gens sont de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus éduqués, ils ont envie aussi d'être plus libres
dans leur travail. Et je pense que petit à petit, le monde va véritablement évoluer autour d'une liberté consentie et des échanges entre les entreprises et les membres de l'équipe qui la composeront, qui ne seront pas nécessairement que des salariés. Donc je pense que ça, c'est un phénomène, et qu'on le veuille ou non, ça, c'est un phénomène qui va rentrer. Quand j'ai débuté dans ma vie professionnelle, comme je te disais, moi je suis fils d'ouvrier, et donc c'est vrai que l'école ne prépare pas à l'entrepreneuriat, d'accord? Alors certaines grandes écoles, de temps en temps, j'enseigne à HEC Polytechnique sur l'entreprise, mais bon, il y a peu de monde comparativement au nombre d'étudiants qui peuvent exister, et il y a d'autres formations qui savent bien le faire, bien évidemment. Mais le mindset, il n'est pas inculqué dès le plus jeune âge. Bon, tu verras, on a autre chose à faire, on peut peut-être devenir footballeur ou autre chose, mais concrètement, c'est quand même un grand changement, et en France, on a un peu de retard là-dessus, hein. C'est-à-dire que on n'est pas très à l'aise, il y a un petit côté tabou, etc. Mais finalement, comme la plupart des gens sont intelligents, ils se défont de cette partie salariat pur au profit de l'entrepreneuriat. Donc, on a vu une accélération. On a vu que quand même la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont créées en France, c'est plutôt de la micro-entreprise, hein. C'est pas de la SASU, de la SS. Ça se partage moitié-moitié à peu près. Et donc, concrètement, ceux qui sont en micro-entreprise après parfois basculent, d'autres abandonnent parce qu'ils ne sont pas donnés véritablement les moyens, mais ceux qui se lancent en SASU et SS réussissent plutôt bien, parce que j'entends toujours dire ah oui, il y a de la casse, etc. Oui, mais la casse, elle vient d'où? Ben déjà 50% des micro-entreprises ne font pas 1 euro de chiffre d'affaires dans une année, et ils arrêtent à un moment donné quand ils doivent payer la CFE. Et on a tendance à dire que la casse, c'est toutes les entreprises. C'est complètement faux, d'accord? Et nous on le voit à travers nos clients. En plus, nous, on a beaucoup de créateurs et beaucoup de primo-entrepreneurs, mais on voit quand même que ça résiste plutôt bien, hein. Il n'y a pas de casse à tout va. Il y a plutôt des personnes qui disent c'est le moment d'arrêter parce que ça ne correspond pas à ce que je voulais. Ça leur interdit pas, d'ailleurs, on a pu le voir, certains qui étaient clients, ils arrêtent leur société et 12 ans plus tard, ils reviennent. Comme Doux, maintenant à 10 ans, on a quand même des expériences, gens qui ont monté il y a 5 ans des choses, qui ont arrêté, qui reviennent. Et on vit dans ce climat-là où les gens peuvent alterner à la fois l'entrepreneuriat, à la fois le salariat, à la fois un départ à l'étranger, vouloir faire autre chose, voire de créer des entreprises en étant à l'étranger. En France, on en voit de plus en plus. Dernièrement, je m'entretenais avec des personnes qui étaient en Thaïlande, par exemple, et qui montaient une boîte en France. L'avantage du télétravail et de tout ce que ça peut comporter, c'est assez extraordinaire là en la matière. Et donc, dans tout ce monde-là, eh bien, il y a une évolution qui va de plus en plus vers cet entrepreneuriat qui n'est pas nécessairement de monter une boîte comme LVMH ou Michelin ou je ne sais qui, mais plutôt effectivement de vivre une liberté d'entreprendre. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante que les entrepreneurs peuvent s'offrir, la liberté. Ouais, complètement. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est une bonne chose. La ligne entre salariat et entrepreneuriat, elle est un petit peu en train de se dissiper. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même beaucoup de discours du sois libre, genre si t'es pas entrepreneur, t'es une merde, enfin entre guillemets. Ou alors, et voilà, il faut qu'il y ait cette liberté, cette flexibilité, cette souplesse, de façon à ce que chacun ait un esprit entrepreneur, même si on est salarié, on travaille pour quelqu'un à un moment donné. Voilà. Mais ouais, c'est tant mieux. Est-ce que sur le sujet des rémunérations, peut-être des dirigeants, est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller auprès des gens qui veulent aller plus loin sur ce thème-là? Alors, ma chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Dougs Compta. Voilà. Là, il y a 1100 vidéos, hein, 112, 113 000 abonnés, plus de quasiment 1 million de vues par mois. Donc, on a énormément développé et tous les choix se font. Je pourrais pas te recommander de bouquins à proprement parler, alors que moi je suis un grand lecteur, hein, pour la petite histoire de littérature financière américaine, principalement pour comprendre le monde des startups, parce que on est scale-up, hein, pour être plus précis. Là, sur les bouquins, il y en a pas trop. Il y a des choses qui vulgarisent bien, mais comme il y a une évolution de façon quasi permanente, moi je recommande dans tous les cas YouTube dessus. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, après, il y a des livres, bien évidemment, assez extraordinaires qui sont rédigés principalement par des Américains parce que ils ont
Je sais pas, ils ont plus le temps peut-être, ou peut-être parce qu'il y en a plus aussi qui peuvent le faire, je ne sais pas. Je pense à Zero to One par exemple, qui est un livre fantastique, mais il y en a plein d'autres. Et j'en parle aussi dans les vidéos de temps en temps de bouquins qui m'ont marqué. Et je pense que là c'est plus des choses pour te donner confiance en toi et te dire qu'il n'y a pas de limite. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le principal obstacle, c'est ton cerveau, hein, c'est tout, point barre. En fait, dans la réalité, il n'y a pas d'obstacle à l'entrepreneuriat, il y a juste toi, là où ce que tu penses effectivement que tu peux aller, qui change absolument tout. Ouais, complètement. Super, bah, c'est très inspirant. Les gens qui veulent te rejoindre, qui veulent te contacter, tu les dirigeras vers où principalement? Sur LinkedIn, j'ai un profil, donc Patrick Maurice. Donc j'ai marqué Patrick Dedoux, mais Dedoux n'est pas mon nom, hein, qu'on soit d'accord. J'étais au salon de la franchise. J'étais au salon de la franchise samedi et dimanche. Il y a des gens qui m'ont arrêté en me disant si mon nom de famille c'était Dedoux. Non, Dedoux c'est le nom de la société. Et j'ai une petite chaîne qui s'appelle Patrick Dedoux aussi, enfin une chaîne, un side channel à côté pour pouvoir ça. Mais sur LinkedIn, donc Patrick Maurice, et ils me trouveront sans difficulté. Et Doux, juste par curiosité, ça vient d'où ce nom? Alors, l'idée en fait, c'était, on a pensé au début, et c'est toujours un peu le cas quand même, que notre offre s'adressait plus spécialement aux créateurs d'entreprises, d'accord? Aujourd'hui, c'est 50-50, mais au début, c'était 100%. Et donc, l'idée, c'était de dire, souvent, on voit, tu sais, des plantes germer, et puis ça devient des arbres qui grandissent. Et avec Véronique, mon épouse, qui est également associée, qui est expert comptable, on va souvent en Autriche rencontrer des amis en été qui sont allemands et anglais pour faire des randonnées. Et on traverse des forêts de pins Douglas. Et donc, Douglas, il a une particularité, c'est l'arbre qui grandit le plus vite, c'est l'arbre qui a le moins de maladies, et c'est l'arbre qui dure le plus longtemps. Et donc, de Douglas, on en est venu à Doux, voilà, tout simplement. Voilà, il y a pas d'acronyme ou de choses comme ça. On y a réfléchi au début, notamment lorsqu'on a fait des levées de fonds, on s'est dit, est-ce qu'il faudrait pas inventer les trucs qu'on avait fait, je sais plus, donner, organiser, unifier, gestion, je sais plus quoi, mais non. Ouais. Doux, voilà d'où l'idée vient. C'est d'un arbre qui se construit grand, fort, droit, un truc nickel. Et c'est ce qu'on essaye justement en aidant les entrepreneurs à ce qu'ils deviennent beaucoup plus forts et qui résistent le plus longtemps possible. Bon, le mystère est révélé. Je suis très content de pouvoir connaître l'origine. Super, bah merci beaucoup Patrick encore. J'adore ce que tu fais, mais bravo pour tout ce que tu réalises. Ça montre aussi la persévérance, hein, quand tu parles de 1500 vidéos. Enfin, voilà, c'est juste, ça montre la dédie, comment tu te dédies à la cause. Et donc je recommande vraiment les gens d'aller voir cette chaîne YouTube. Merci encore, et puis au plaisir de se rencontrer un de ces quatre. Merci Paco. Réel. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à aller écouter ou voir l'épisode 208 avec Jérémy Doyen, sur lequel on décortiquait tous les avantages d'investir au travers d'une holding. Tout un programme également, ça devrait te plaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.